pas de gouvernement Rocard. Ce midi, après avoir rencontré le président de la République, le Premier ministre avait notamment déclaré, je cite ses propos, « J'entends faire mon métier dans le calme et la sérénité ». Normalement, Michel Rocard est à nouveau dans le bureau du président de la République à l'Élysée et théoriquement, nous devrions être fixés dans quelques minutes. En attendant, hypothèse, analyse avec Paul Amar et nos envoyés spéciaux. Ils sont en direct à l'Élysée et à l'hôtel Matignon. Premier départ de troupes soviétiques d'Afghanistan. 4000 soldats ont évacué une garnison du nord-est du pays. Le retrait complet des soviétiques doit officiellement commencer dimanche. Mort à Moscou de l'un des plus célèbres espions du siècle, Harold Kim Philby avait joué les agents doubles pendant 30 ans dans les services secrets britanniques avant de se réfugier en URSS. Après le bleu, le noir en vedette à Cannes, candidat sérieux, dit-on, à la Palme d'Or, l'œuvre au noir du Belge André Delvaux, d'après le roman de Marguerite Yourcenar. Voilà, et toujours l'attente, je vous le disais à l'instant, dans la cour du palais présidentiel, du palais de l'Élysée, où l'on attend d'un moment à l'autre la composition du premier gouvernement Rocard. Sur place, notre envoyé spécial, Jean-Michel Mercurol. Jean-Michel. Eh bien oui, Henri, je puis vous dire qu'il y a eu beaucoup d'allées et venues entre Matignon et l'Élysée aujourd'hui pour le Premier ministre. Ce matin, 1h30 d'entretien avec le président. Cet après-midi, 1h30 encore jusqu'à 19h10. Michel Rocard a remis à l'Élysée la liste définitive du gouvernement qui va être annoncée au cours de ce journal, je l'espère. Pour expliquer le temps qu'il a fallu pour mettre au point ce gouvernement, voici ce que nous a déclaré ce matin Michel Rocard dans la cour de l'Élysée. Donner un gouvernement à la République française est une responsabilité lourde et délicate. Et autant la République française bat depuis la 5e République les corps de rapidité pratiquement du monde entier, à quelques jours près, autant je ne comprends pas certaines incitations à la précipitation qui n'ont pas de sens. J'entends faire mon métier dans le calme, dans la sérénité, dans l'écoute de chacun. J'entends que toutes les personnes concernées, positivement ou négativement, aient été traitées avec la plus grande courtoisie. Et cela prend un temps qui est incompatible avec certaines hâtes, ici ou là. J'ajoute que la composition du gouvernement est un problème qui se traite sans interférence avec un quelconque autre problème. Donc c'est pour ce soir, monsieur le Premier ministre, ce soir. Je dirais normalement, mais j'aurai l'âme sereine s'il me faut retarder plutôt que de brusquer pour mal travailler. Voilà, alors ça vous l'avez compris, c'était en début d'après-midi dans la cour de l'Élysée. Rachid Arabe, vous êtes à l'hôtel Matignon. D'autres informations à nous donner? Vous avez suivi les allers-retours de Michel Rocard. D'abord, est-ce que Michel Rocard a quitté l'hôtel Matignon, Rachid? Pas encore, Henri. Michel Rocard se trouve toujours à l'hôtel Matignon. Il est revenu ici vers 19h30. Il devrait d'un instant à l'autre partir pour l'Élysée et apporter la liste définitive des ministres qui composeront le premier gouvernement Rocard. Toute cette journée a été marquée par des bruits, des rumeurs, des fausses alertes. La journée a été rythmée surtout donc par les allées et venues de Michel Rocard. Chaque départ, chaque arrivée occasionnant une poussée d'adrénaline chez mes confrères journalistes et chez moi-même qui font le guet depuis 48 heures rue de Varennes. Aujourd'hui, Michel Rocard se sera donc rendu 3 fois à l'Élysée. La 3e fois, je vous le dis, dans quelques minutes, avec son directeur de cabinet, M. Jean-Paul Huchon, pour apporter la liste définitive du ministère du gouvernement Rocard. Nous attendons toujours d'un instant à l'autre le départ de Michel Rocard. La liste, donc, nous devrions la connaître dans les minutes qui suivent. Il faut tout de même quelques minutes pour que Michel Rocard aille de Matignon à l'Élysée. Nous avons chronométré ce matin 7 minutes pour faire le trajet. Et parmi les noms qui circulent déjà de façon assez sûre, il y a ceux de Pierre Bérégovoy, de Pierre Jox, de Louis Mermaz. Mais je n'ai pas encore réussi à savoir, Henri, s'il y avait de véritables surprises dans ce gouvernement. Merci, nous vous rappelons bien sûr tout à l'heure. Alors Paul Amar, vous êtes sur la brèche depuis le début de l'après-midi. Vous attendez sur ce plateau la composition du gouvernement. Qu'est-ce qui peut justifier ce retard, Paul? Écoutez, il faut rappeler que Michel Rocard a été désigné avant-hier seulement, c'est-à-dire il y a 48 heures. Formé en gouvernement en 48 heures, c'est pas facile, c'est peu 48 heures. Il n'y a donc pas de crise. Je crois qu'il ne faut pas exagérer le sens des mots. Tout de même, il y a des difficultés. L'accouchement est difficile et sans doute pour une raison précise qui tient à la volonté d'ouverture de François Mitterrand et de Michel Rocard. Les deux hommes, vous le savez, ils l'ont dit, veulent tendre la main à ceux qui n'ont pas voté pour François Mitterrand. Traduction politique très précise, ils veulent pratiquer l'ouverture
en direction du centre. Mais le centre hésite. Des personnalités centristes, et pas des moindres, ont toujours d'ailleurs la tentation d'entrer dans ce gouvernement, mais ils ont préféré s'abstenir et obéir à la consigne de l'UDF, qui peut tenir en une phrase ni reniement ni ralliement. C'était la formule de Valéry Giscard d'Estaing il y a quelques jours, ni ralliement pour l'instant. C'est la raison pour laquelle Michel Rocard tarde à former son équipe. Il tente en fait, depuis 48 heures, j'allais dire jour et nuit, de convaincre certains centristes. S'il échoue, le gouvernement sera formé de personnalités socialistes, de modérés du centre-gauche et évidemment de radicaux de gauche. Et l'ouverture sera illustrée par 2 signes. Le premier signe, il y aura ouverture en direction de la société dite civile. Il y aura dans ce gouvernement des personnalités du monde des affaires, de l'entreprise ou même de l'administration. L'ouverture, dit-on, se fera aussi dans les mots et dans les actes. Et ensuite, Michel Rocard attendra de voir ce que les centristes feront, ce que les centristes diront. Paul, priorité à l'actualité en direct. Je jetais pendant que vous parliez, là à l'instant même, un coup d'œil sur l'hôtel Matignon. Je crois que Michel Rocard vient de quitter l'hôtel Matignon, Rachid. À l'instant même, Henri, Oui. Michel Rocard a quitté l'hôtel Matignon il y a 30 secondes à peine. Je pense que nous allons pouvoir vous montrer l'image de ce départ. Donc Michel Rocard est parti vers l'Élysée. Il a tout juste eu le temps de nous dire que la liste qu'il allait déposer à M. Blanco ne comportait que les ministres et les ministres délégués, donc pas une liste complète où il y aurait également les secrétaires d'État. Voilà le départ de M. Rocard. Dans quelques instants, je pense que Jean-Michel Mercurol à l'Élysée sera en mesure de vous donner une liste plus complète avec l'arrivée de M. Rocard. Voilà, je crois que nous allons vivre l'événement en direct, Paul, après avoir attendu toute l'après-midi. Le temps que Michel Rocard traverse la Seine, il lui faut quelques minutes, c'est un jour férié, donc très peu de minutes. Il n'y a pas d'embouteillage à Paris. Ouais. Nous devrions donc avoir la liste de ce gouvernement avant la fin de ce journal. Dites-moi, Paul, ce retard, il n'est pas dû uniquement quand même aux hésitations des centristes, dont on parle beaucoup depuis quelques jours. C'est la raison essentielle. Il y a une autre raison qui n'est pas essentielle, qui est secondaire, mais qui tient tout de même à la rivalité au sein du Parti socialiste entre 2 hommes qui veulent prendre la tête de ce parti, qui s'appelle Pierre Mauroy, premier ministre de François Mitterrand, et Laurent Fabius, second Premier ministre de François Mitterrand. Nous y arrivons, Paul. D'un côté, effectivement, le nouveau gouvernement, on sera fixé dans quelques minutes. De l'autre, un paysage politique en pleine recomposition. Les centristes, vous le savez, s'interrogent. Les socialistes s'apprêtent, quant à eux, à désigner le successeur de Lionel Jospin à la tête du parti. Succession synonyme de bras de fer entre Pierre Mauroy et Laurent Fabius, précisément. Le choix sera d'autant plus difficile pour le comité directeur du Parti socialiste, samedi, que François Mitterrand n'a pas l'intention de choisir, il l'a dit, entre ces 2 anciens premiers ministres. Commentaire Bernard Pradino. En fait, Laurent Fabius est candidat depuis longtemps à la succession de Lionel Jospin et l'ancien Premier ministre mène campagne ouvertement depuis plusieurs semaines. Pierre Mauroy, intéressé lui aussi, mais jusqu'alors très discret, semble avoir été poussé au dernier moment par ses amis et peut-être même par Lionel Jospin. Le président de la République, selon certaines sources, verrait d'un assez bon œil la candidature Fabius. D'un autre côté, on dit que M. Mitterrand ne souhaite pas être mêlé de près à cette querelle qui, au lendemain de son élection, fait un peu de désordre du côté socialiste. Demain soir, une réunion restreinte du comité directeur du PS se tiendra au Sénat. Les amis de l'un et de l'autre candidat se compteront et l'un des deux devrait s'effacer au terme de cette primaire inédite. Après quoi, le comité directeur de samedi, au grand complet, élira le nouveau premier secrétaire du PS. Ce soir, c'est Laurent Fabius qui semble avoir les meilleures chances de succès. Voilà, rendez-vous demain soir au Sénat et là on sera fixé. On se tourne en direct tout de suite. Montrez-nous l'image sur le petit écran en direct à l'Élysée. L'Élysée où Michel Rocard arrive à l'instant même. Jean-Michel Mercurol, vous êtes en direct sur l'antenne. Bien oui, Michel Rocard est en train d'arriver. Là, il a mis que quelques minutes pour traverser la Seine. Il doit contourner les photographes et les journalistes qui se massent sur le perron, où tout est prêt maintenant pour annoncer la composition du gouvernement. Je vous rappelle, dès qu'il y a un signe. Tout à fait, donc là on se prend 3 à 4 minutes et vous avez priorité bien sûr sur l'antenne. Je crois que ça va aller vite, Paul, maintenant. Quand je dis 4 minutes, je sais pas, il y a peut-être une nouvelle discussion avec le président, non? Peut-être plus. Il va soumettre une dernière fois la liste au président de la République. Ce sera peut-être plus long que 3 ou 4 minutes. Le temps de monter l'escalier, il faudra déjà 3 minutes. Alors on fait un break, mais il est prioritaire sur l'antenne, bien sûr. À l'étranger, l'image du jour, c'est celle des troupes soviétiques qui évacuent la ville de Jalalabad, à une centaine de kilomètres de Kaboul, en Afghanistan. Départ très remarqué, car il intervient 3 jours avant la date proposée par les dirigeants de Moscou. Voici l'image symbole. Elle met fin à 9 ans d'une aventure douloureuse pour l'Union soviétique et pour le peuple afghan. Jacques Merlino. Ces images sont celles de la 66e brigade soviétique,
Forte d'environ 4000 hommes, elle a quitté ce matin la ville de Jalalabad, à environ 50 km de la frontière pakistanaise. Elle est en route pour Kaboul, car c'est dans la capitale afghane que se regroupent les forces soviétiques avant de commencer leur retrait officiel le 15 mai prochain. Depuis le 22 avril dernier, ces préparatifs de départ se multiplient, les soviétiques remettant chaque poste qu'ils quittent aux troupes régulières afghanes. Mais ce mouvement de retrait n'est accompagné d'aucun cessez-le-feu et les moudjahidines maintiennent actuellement une très forte pression. Ils viennent de recevoir par la frontière pakistanaise de très importants renforts en armement et ce matin encore, ils ont réussi à abattre, près de Jalalabad, un hélicoptère de l'armée rouge. Les soviétiques de ce fait prennent de nombreuses mesures de précaution car ils s'attendent à être harcelés tout au long des routes qu'ils emprunteront pour retourner chez eux. La mort d'un espion, Kim Philby, l'une des plus grandes figures de l'espionnage international, est mort hier à Moscou. Il avait 76 ans. Philby, qui avait trouvé refuge en URSS au début des années 60, avait été chargé dès 1933 d'infiltrer les services secrets britanniques. Opération, ma foi, fort réussie, pour celui que son père avait prénommé Kim, en hommage tout simplement au héros du roman de Kipling, héros qui était lui aussi un espion. À Londres, commentaire de Philippe Arroir. Un enfant de la jeunesse dorée dans les années 30 à l'université de Cambridge. Un général du KGB à Moscou à la fin de sa vie. Oui, c'est bien le même, Kim Philby, influent patron des services secrets britanniques, qui a été pendant 25 ans, en fait, un agent du KGB. Les Américains s'étaient doutés de quelque chose. En 1951, 2 agents britanniques sont démasqués et se réfugient à Moscou, Burgess et McLean. Il y a un 3e homme, dit Washington, et c'est Philby, camarade d'université des 2 autres. Londres n'y croit pas, et jusqu'en 1963, Philby poursuit ses activités. Enfin découvert, il se retrouve à Moscou, où il va mener une vie discrète de privilégié du régime. Le dernier occidental à l'avoir rencontré est le journaliste Philip Knightley. C'était en janvier dernier. Philby paraissait en assez bonne santé pour ses 76 ans. Il a confié qu'il aimerait bien séjourner en Angleterre quelque temps, mais pas y vivre, car son vrai pays, c'est l'Union soviétique. À la question « Regrettez-vous d'avoir trahi l'Angleterre ?», Philby répond « Mon pays, non, mes amis, oui », car il lui a fallu perdre beaucoup d'amis. Il lui a fallu jouer la comédie, être quelqu'un qu'il n'était pas. Depuis les années 30, Philby était en réalité aux côtés de l'Union soviétique, et le fait d'être un gentleman anglais était nécessaire pour mener à bien sa mission d'officier du KGB. Lorsqu'ils évoquent la mémoire de Philby, les Britanniques sont à la fois admiratifs, le plus grand espion, et gênés, celui qui a trahi toute une génération. On lui en veut surtout d'avoir trahi et son pays et sa classe, l'establishment. En Israël, le ton monte dans les territoires occupés de Cisjordanie et de Gaza. Dans un communiqué adressé hier au bureau de l'AFP à Nicosie, la direction du soulèvement appelle les Palestiniens à la désobéissance civile totale. Communiqué très dur, vous allez le voir, dans lequel il est également question d'escalade du soulèvement et de boycott de l'opération carte d'identité. Il faut dire que depuis 24 heures à Gaza, les autorités israéliennes renouvellent systématiquement les pièces d'identité. Opération qualifiée de banale par les autorités israéliennes, mais les Palestiniens, eux, parlent de stratagème. Reportage de notre correspondant Charles Anderlin. La nouvelle arme des autorités israéliennes face au soulèvement palestinien, c'est la bureaucratie. Après des heures d'attente, ces habitants de Gaza reçoivent une carte d'identité toute neuve, en dépit des appels au boycottage lancés par l'OLP. L'opération se déroule dans une école transformée en centre du ministère de l'Intérieur. Des tracasseries administratives, tout est vérifié, l'état civil, mais aussi les déclarations d'impôts et les cartes grises. Il faut présenter des quittances. Je fais la queue depuis 6h30 ce matin. Oui, j'ai perdu une journée de travail. Cet endroit est très mal organisé. Dans une pièce annexe, les énormes banques de données de l'ordinateur central sont mises à jour, ce qui est bien entendu un des buts de l'opération. Dans 6 mois, lorsque tout sera terminé, les autorités sauront qui est en situation illégale. Dans les quartiers relativement aisés de Gaza, la population obtempère. Des milliers de cartes d'identité sont distribuées chaque jour. Je pense qu'ils font cela pour forcer les gens à payer leurs dettes à l'administration.
Pour l'instant, les Israéliens marquent un point dans leur lutte contre le soulèvement palestinien. Mais les choses risquent de se passer beaucoup moins bien lorsqu'il s'agira de contrôler les grands camps de réfugiés, les foyers du nationalisme palestinien à Gaza. Voilà, pratiquement 20h15, toujours rien en direct de l'Elysée où on attend la constitution et l'annonce officielle du premier gouvernement Rocard. Nous sommes vigilants et nous interviendrons en direct. Suite des infos avec le détournement sur Taïwan d'un Boeing de la compagnie chinoise CAC. Selon nos confrères de la télévision taïwanaise, les deux pirates de l'air qui sont des Chinois de 27 ans, ont réussi à détourner l'appareil grâce à un arsenal composé de fausses grenades. Les deux pirates sont actuellement interrogés par les autorités. Il y avait 118 personnes à l'intérieur de l'appareil. Les télégrammes d'actualité avec Isabelle Stess. Ensuite, nous ouvrirons un dossier étonnant, celui de l'inflation en Chine, là aussi. Optimisme à Genève, Américains et Soviétiques ont signé aujourd'hui 2 documents relatifs au traité sur le désarmement. L'un des accords porte sur les modalités de vérification du traité, une question qui avait conduit le Sénat américain à ajourner la procédure de ratification. Retour au calme dans la banlieue sud de Beyrouth. Après une semaine de combat, les milices chiites rivales sont parvenues à un accord de cessez-le-feu. Le Hezbollah pro-iranien contrôle la majeure partie de Beyrouth Sud. Bilan des affrontements, 172 morts, près de 900 blessés. Jean-Paul II poursuit sa visite en Bolivie. Le souverain pontife a célébré la messe de l'Ascension au cœur de la Cordillère des Andes. Hier à Oruro, capitale du chômage, le pape a lancé un message d'espoir aux mineurs sans travail et aux paysans pauvres. Levée du blocus sur les ports de Calais et Dunkerque, les chauffeurs routiers sont parvenus à un accord avec la Sea Link pour régulariser le fret perturbé par la grève des marins britanniques. Le trafic a donc repris entre la France et Douvres. La Chine aux prises avec l'inflation, situation impensable il y a seulement quelques années, mais ô combien d'actualité depuis quelques mois. Même les chiffres officiels sont alarmistes. Un exemple, les prix des produits alimentaires auraient augmenté de 7 à 8%. Certains experts occidentaux avancent même des chiffres beaucoup plus élevés, de l'ordre de 15 à 20%. À Shanghai, comme à Pékin, les hausses ont provoqué des mouvements de panique. La population affiche son mécontentement, le gouvernement s'inquiète et s'interroge. Enquête, Michel Monpontet. L'empire du commerce privé, le marché libre, un retour en force des petites échoppes, du génie qu'ont les Chinois pour le commerce. Des métiers lucratifs dans un pays où de toute façon l'offre est bien inférieure à la demande. Le seul problème, la hausse des prix. Dernier chiffre officiel, 13% d'inflation en un seul trimestre. Pour les légumes, 48% en 3 mois dans les plus grandes villes. Une véritable bombe après 30 années de stabilité des prix. Sur les marchés, c'est la grogne, même si personne n'aborde ce sujet tabou devant une caméra occidentale. Ceux qu'on incrimine ici, les paysans. Un tiers d'entre eux se seraient enrichis ces dernières années selon la propagande. Un signe, cette image de la Chine éternelle, le bœuf, la charrue. Mais à l'arrière-plan, le symbole de la soudaine richesse des paysans de Canton, les pavillons individuels qu'ils se font construire. Autre soudaine richesse, celle des bénéficiaires de la politique d'ouverture aux étrangers. Lisvaux est ingénieur. Son salaire a doublé en 1 an depuis qu'il travaille pour Peugeot. Son 3 pièces dans l'immeuble attribué à Peugeot est plutôt coquet pour un intérieur chinois. Bien sûr, il est dans la ligne du parti. Bien sûr, on nous l'a désigné comme interlocuteur, mais lui pense comme tout le monde. Consommation. Depuis 1 an, vous avez pu vous payer des choses dont vous aviez envie depuis longtemps? Et lesquelles? L'intention d'acheter un réfrigérateur. Ces poches de prospérité sont très localisées, uniquement sur la façade maritime de la Chine, là où 14 grandes villes sont ouvertes aux investisseurs étrangers. En Chine, certains poussent dans le sens d'une ouverture plus large, d'autres veulent ralentir afin d'éviter les risques. Le risque essentiel est bien sûr que l'ouverture des bandes côtières, si elle continue au rythme où il se passe actuellement, risque de faire monter le niveau de vie dans ces zones côtières de façon considérable par rapport au reste du pays. Donc vous allez avoir véritablement une Chine à 2, voire plusieurs vitesses. Du coup, les dirigeants hésitent toujours sur la direction à prendre.
de crainte que ne se réalise ce proverbe chinois. Lorsque le tigre est parti, c'est le singe qui devient roi. Voilà, retour à l'actualité. Ce soir, vous savez que dans quelques instants, nous allons connaître en direct, vraisemblablement dans le journal d'Antenne 2, la composition du premier gouvernement Rocard. Je me tourne tout de suite vers le perron de l'Élysée où nous attend Jean-Michel Mercurol. Jean-Michel. Eh bien, tout est prêt ici, sur le perron de l'Élysée, pour l'annonce de la composition du gouvernement. Il y a un micro, vous l'avez vu, et 2 haut-parleurs qui attendent Jean-Louis Bianco, l'homme qui annonce ordinairement la liste des ministres. Michel Rocard est toujours à l'intérieur du palais. Et tout ce dispositif est uniquement destiné à annoncer la composition de son gouvernement. Je vous appelle dès que possible, dès que nous voyons un signe qui permette de dire que le gouvernement va être annoncé. Il n'y a pas de signe avant-coureur là dans l'immédiat, Jean-Michel? Tout est calme et rien ne se passe. Rien ne se passe. Paul, on dit que ce gouvernement va comporter une quarantaine de personnalités. Là, ça y est, on fait un peu de prospective, hein, c'est difficile. Tout se passe au premier étage dans le bureau de François Mitterrand. Les 2 hommes sont actuellement ensemble. Le président de la République, élu le 8 mai dernier, et Michel Rocard, son 3e Premier ministre, le Premier ministre du renouveau. C'est le mot qu'il avait employé au cours de son dernier meeting à Toulouse. Est-ce qu'il y aura ce renouveau dans la composition du gouvernement? Ouverture ou pas ouverture? Du renouveau dans les mots et dans les actes de Michel Rocard? Nous devrions le savoir dans quelques instants. Il y aura des ministres socialistes, un certain nombre de socioprofessionnels, des centristes aussi. Bon, je sais que vous n'aimez pas vous jouer au jeu des pronostics, Paul, et c'est peut-être pas très heureux là. Parce que tout change d'une minute à l'autre, d'une heure à l'autre. Voilà, Jean-Louis Bianco arrive et je crois que nous allons avoir en direct l'annonce du gouvernement. Le secrétaire général Le président de la République, vu les articles 8 et 9 de la Constitution, sur la proposition du Premier ministre, décrète sont nommés Premier ministre M. Michel Rocard, ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, de la Recherche et des Sports, M. Lionel Jospin, ministre d'État, ministre de l'Économie, des Finances et du Budget, M. Pierre Bérégovoy, ministre d'État, ministre de l'Équipement et du Logement, M. Maurice Faure, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, M. Roland Dumas, garde des Sceaux, ministre de la Justice, M. Pierre Arpaillange, ministre de la Défense, M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'Intérieur, M. Pierre Joxe, ministre de l'Industrie, du Commerce extérieur et de l'Aménagement du territoire, M. Roger Fauroux, ministre des Affaires européennes, Mme Édith Cresson, ministre des Transports, M. Louis Mermaz, ministre de la Fonction publique et des Réformes administratives, M. Michel Durafour, ministre des Affaires sociales et de l'Emploi, M. Michel Delbar, ministre de la Coopération et du Développement, M. Jacques Pelletier, ministre de la Culture et de la Communication, M. Jacques Lang, ministre de l'Agriculture et de la Forêt, M. Henri Nallet, ministre des Postes, Télécommunications et de l'Espace, M. Paul Quilles, ministre de la Mer, M. Louis Lepinsec, ministre chargé des relations avec le Parlement, M. Jean Popren. Sont nommés ministres délégués auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d'outre-mer, M. Olivier Stirn. Ministre délégué auprès du ministre d'État, chargé de l'Éducation nationale, de la Recherche et des Sports, chargé de la Recherche, M. Hubert Curien. Ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Mme Edwige Avis. Ministre délégué auprès du ministre de l'Industrie, du Commerce extérieur et de l'Aménagement du territoire, chargé de l'Aménagement du territoire et des reconversions, M. Jacques Chérec. Ministre délégué auprès du ministre de l'Industrie, du Commerce extérieur et de l'Aménagement du territoire, M. François Doubin. Ministre délégué auprès du ministre des Affaires sociales, chargé de la famille, des droits de la femme, de la solidarité et des rapatriés, Mme Georgina Dufoy.
Ministre délégué auprès du ministre des Affaires sociales, chargé de la santé et de la protection sociale, M. Claude Évin. Ministre délégué auprès du ministre de la Culture et de la Communication, chargé de la communication, Mme Catherine Tasca. La liste du gouvernement sera complétée demain par la nomination des secrétaires d'État. Le Conseil des ministres se réunira également demain après-midi à 15 h au Palais de l'Élysée. Je vous remercie. Voilà, c'était donc la déclaration du secrétaire général de l'Élysée, M. Bianco, à l'instant même, en direct sur le perron de l'Élysée. Alors tout de suite, un premier commentaire, Paul, quid de l'ouverture, quelques noms, effectivement. M. Durafour, M. Pelletier. Alors, un premier commentaire, un chiffre d'abord. Jean-Luc Bianco a annoncé la nomination de 27 ministres avec le Premier ministre, donc 26 ministres plus le Premier ministre, a annoncé la nomination de 4 ministres d'État, nous allons y revenir dans un instant, 27 ministres, dont 19 ministres à part entière, donc 4 ministres d'État, et 7 ou 8 plutôt ministres délégués. Alors un mot sur la coloration de ce premier gouvernement Rocard, à quelques exceptions près, c'est la continuité. Tout à fait. On retrouve la plupart des ministres que l'on avait connus dans le gouvernement Mauroy ou dans le gouvernement Fabius de 1981 à 1984 ou de 1984 à 1986, je dis bien la plupart, par exemple M. Bérégovoy, M. Dumas qui se retrouve aux Affaires étrangères, M. Chevènement, ministre de la Défense, M. Jox qui retrouve son ministère à l'Intérieur, Mme Édith Cresson, M. Louis Mermaz. C'est donc la continuité, une coloration fortement socialiste, à quelques exceptions près. Par exemple, Maurice Faure, qui est radical, MRG, qui est un vieil ami du président de la République et qui se retrouve ministre d'État dans l'ordre hiérarchique dans la 3e position, après donc Lionel Jospin qui se retrouve numéro 2. L'ancien premier secrétaire du Parti Socialiste se retrouve numéro 2 donc dans ce gouvernement Rocard. Quelques exceptions près, donc Maurice Faure, MRG, disons centre-gauche, un modéré du centre-gauche. Deuxième exception, c'est l'ouverture en direction de la société civile dont je parlais tout à l'heure. Roger Fauroux, qui est actuellement directeur de l'ENA, qui est l'ancien patron de Saint-Gobain, qui se retrouve ministre de l'Industrie, du Commerce extérieur et de l'Aménagement du territoire. Une autre exception, deux autres exceptions. Michel Durafour, qui est un centriste, qui est un sénateur, qui a été ministre sous Giscard et qui aujourd'hui se retrouve ministre dans le gouvernement Rocard, ministre de la fonction publique. Enfin, une dernière exception, c'est celle de Jacques Pelletier, qui est ministre de la coopération et du développement. Jacques Pelletier est un sénateur centriste, centre-gauche, centre-droit, qui était ministre ou secrétaire d'État sous Giscard et qui se retrouve donc ministre dans ce gouvernement Rocard. C'est aussi le cas d'Olivier Stirn qui revient au Dom-Tom. Oui, mais Olivier Stirn s'était rallié au Parti Socialiste avant l'élection présidentielle. Avant l'élection présidentielle, il a donc l'étiquette du Parti Socialiste. À ces quelques exceptions près, ouverture également en direction de la société civile, Catherine Tasca, qui se retrouve ministre déléguée de la Culture et de la Communication, qui est membre de la CNCL, qui va donc quitter la CNCL pour travailler aux côtés de Michel Rocard. À ces quatre exceptions près, c'est le gouvernement de la continuité. Alors, gouvernement de la continuité, gouvernement de transition peut-être, Paul ? Peut-être trop tôt pour le dire. Il est peut-être trop tôt pour le dire, mais il sera intéressant maintenant de connaître la réaction de l'UDF, la réaction du RPR, qui ont dit qu'ils ne voteraient pas la censure, qu'ils se contenteraient de juger aux actes, qu'ils voteraient peut-être même certaines lois. Il est possible que le RPR et l'UDF changent d'avis à la lecture de ce premier gouvernement, de la composition de ce premier gouvernement. Évidemment, l'ouverture se fera dans les discours, elle s'est déjà faite. Michel Rocard présentera sans aucun doute un projet politique qui ne sera pas typé idéologiquement. Est-ce que ce sera suffisant pour obtenir le soutien, même soutien implicite, ou soutien sans participation d'une partie de l'UDF? J'en doute. C'est effectivement la grande question. Toute la rédaction d'Antenne 2 est mobilisée depuis le début de cette soirée pour vous présenter en avant-première les portraits des nouveaux ministres. Eh bien, voici tout de suite le portrait de Lionel Jospin. À 51 ans, Lionel Jospin reçoit donc son premier Marocain, aboutissement logique d'une carrière placée tout entière sous le signe de François Mitterrand. C'est la guerre d'Algérie qui fait de cet étudiant de Sciences Po un homme de gauche. Diplôme de l'ENA en poche, le professeur d'économie entre au PS, parrainé par un certain Pierre Jox. Carrière rapide dans l'appareil, lorsque François Mitterrand s'installe à l'Élysée en 81, Lionel Jospin prend la tête du PS en plein état de grâce. Député de Paris, puis parachuté en Haute-Garonne à l'occasion d'une partielle, Lionel Jospin gère le premier parti de France, naviguant entre les courants,
s'efforçant, en véritable gardien du temple, de garder intacte la règle mitterrandienne. Différence avec Laurent Fabius pour la direction de la campagne en 86, divergence avec Jean Popren ou André Léniel sur l'orientation du parti, Lionel Jospin annonçait il y a 3 mois son intention de quitter son poste de premier secrétaire. Avec son entrée dans ce gouvernement Rocard, c'est aujourd'hui chose faite. Voilà, deuxième portrait de la soirée, celui de M. Pierre Bérégovoy qui retrouve son portefeuille de l'économie et des finances. Pierre Bérégovoy. Quand il arrive rue de Rivoli pour succéder à Jacques Delors en juillet 84, Pierre Bérégovoy n'est pas peu fier. Autodidacte, âgé aujourd'hui de 62 ans, cet ancien ajusteur, fidèle de François Mitterrand, a d'abord passé 2 ans au gouvernement à s'attaquer au problème du financement de la sécurité sociale. Au ministère de l'économie, ensuite, il attache son nom au développement et à la modernisation des marchés financiers et à l'essor de la bourse. Il poursuit la politique de rigueur de son prédécesseur. Député de la Nièvre après mars 86, il aura été le principal acteur de la campagne du candidat Mitterrand. Autre portrait, celui de M. Maurice Faure, ministre d'État, ministre de l'Équipement et du Logement. Maurice Faure. Un des amis les plus proches de François Mitterrand, Maurice Faure a depuis toujours l'oreille du président. C'est un peu l'incarnation du radicalisme à l'ancienne manière. Solidement implanté dans son sud-ouest, il est maire de Cahors et sénateur du Lot. Après la scission du parti radical, il avait rallié le MRG. Grand rassembleur, précurseur de la cohabitation, il avait en 1984 lancé l'idée, avec son ami Edgar Faure, d'une liste commune pour les élections européennes. En 1981, il avait été ministre de la Justice dans le premier gouvernement Mauroy. Au gouvernement, nous venons de l'apprendre en direct de l'Élysée, de M. Pierre Arpaillange. M. Arpaillange devient garde des Sceaux. Voici son portrait. Pierre Arpaillange, nommé mercredi procureur général de la Cour de cassation, était depuis juillet 81 procureur général de la Cour d'appel de Paris. Pierre Arpaillange, 60 ans, originaire de Dordogne, est un haut magistrat doublé d'un politique. Il a travaillé aux côtés de Jean Foyer, Louis Jox, Pierre Tétinger et Marie-France Garot. Il est l'auteur d'un projet d'ensemble de la justice pénale. Fourou, on mettra... Voilà, oui, nous allons essayer d'enchaîner les portraits avec celui de M. Roger Fourou. Ça mérite quelques explications. Il faudrait nous rappeler qui est M. Fourou avant. Oui, nous l'avons dit, il est actuellement le directeur de l'ENA, c'est l'ancien patron de Saint-Gobain. François Mitterrand avait dit au cours de la campagne qu'il y aurait des ministres venus de la société civile, venus du monde des affaires ou même de l'administration. Eh bien, Roger Fourou symbolise justement cette ouverture. Il est à la fois dans le monde de l'entreprise, ancien patron de Saint-Gobain, et également dans l'administration puisqu'il est directeur de l'ENA. Et il est nommé ce soir, Paul, ministre de l'Industrie. Portrait de M. Fourou. Ancien élève de l'ENA et de Normale Supérieure de 62 ans, Roger Fourou a fait une bonne partie de sa carrière dans l'état-major de Saint-Gobain. Nommé à la présidence du groupe en 1980, il sera un des rares à rester à son poste après la nationalisation de 81. En 86, en revanche, il le quitte au moment de la privatisation. Passionné par les questions de pédagogie et de formation, il prend alors la direction de l'ENA. Monsieur Michel Durafour, sénateur de la Loire, ancien ministre du Travail de Valéry Giscard d'Estaing dans les années 74, devient ministre de la fonction publique. Portrait de Michel Durafour. Avec Michel Durafour, les centristes font une entrée remarquée au gouvernement. À 68 ans, l'ancien ministre du Travail de Giscard revient sur le devant d'une scène politique où il s'était fait plutôt discret depuis 10 ans. Filleul d'Aristide Briand, fils d'un ministre de la Troisième République, Michel Durafour siège au Sénat depuis plus de 20 ans. Homme politique, il est également homme de lettres, auteur de romans historiques et de polars. Autre portrait, celui de Madame Catherine Tasca, qui est membre, vous le savez, ou plutôt qui était, il faut parler au passé maintenant, membre de la CNCL. Catherine Tasca est à la communication. Voici tout de suite son portrait. Novembre 86, lorsque la CNCL succède à la haute autorité, Catherine Tasca est nommée pour 9 ans par François Mitterrand. À plusieurs reprises, ses prises de position ébranlent la CNCL. Lorsque l'affaire de radio Rythme Bleu éclate, elle se rend sur place en Nouvelle-Calédonie et constate que l'émetteur de cette radio proche du RPR a été installé illégalement et elle contrôlera par la même occasion l'équilibre politique sur les ondes. Énarque, sa carrière débute dans les années 70. Dès sa sortie de l'ENA, elle entre comme administrateur civil aux affaires culturelles, puis elle travaille au développement des maisons de la culture lancées par son ministre, André Malraux. De 73 à 77, elle dirige la maison de la culture de Grenoble, puis elle prend en main la gestion de l'ensemble intercontemporain de Pierre Boulez. En 81, Catherine Tasca co-dirige et lance avec Patrice Chéreau le théâtre des Amandiers de Nanterre.
En quittant la CNCL pour le ministère de la Culture, Catherine Tasca aura pour première tâche, comme l'a souhaité François Mitterrand, d'intégrer une haute autorité de l'audiovisuel dans le corps de la Constitution. Retour au gouvernement pour M. Jean-Pierre Chevènement, le député de Belfort. M. Chevènement est maintenant ministre de la Défense. Pour Jean-Pierre Chevènement, c'est un retour au gouvernement. À la recherche en 1981, c'est le portefeuille de l'éducation nationale qui en fera une vedette de 84 à 86. Sciences Po, l'ENA, une jeunesse militante et une idéologie marquée. À 25 ans, Chevènement adhère à une SFIO moribonde pour la changer de l'intérieur. Pour cela, il fonde le CRS, qui restera longtemps l'aile gauche du PS. Partisan et artisan du programme commun avec les communistes, Jean-Pierre Chevènement a toujours tenu une place à part au PS. En 83, il n'hésitera pas à démissionner pour protester contre la politique de rigueur. Plusieurs fois candidat à la candidature, en compétition avec un certain Michel Rocard, Jean-Pierre Chevènement a finalement toujours su s'effacer devant François Mitterrand. Gros plan sur Louis Mermaz, député maire socialiste de Vienne dans la région lyonnaise. Louis Mermaz, ancien président de l'Assemblée nationale et désormais ministre des Transports. Louis Mermaz. Louis Mermaz, c'est le fidèle des fidèles pour François Mitterrand. Les deux hommes se sont rencontrés en 1955. Ils ne se quitteront plus de l'UDSR au Parti socialiste en passant par la Convention des institutions républicaines. Ministre de l'équipement dans le premier gouvernement Mauroy, Louis Mermaz avait ensuite rejoint l'Assemblée nationale pour y prendre le fauteuil de président. Symbole de sa fidélité à François Mitterrand, une phrase « Je suis prêt, dit-il, à tout ce que me demandera le président ». Autre retour, celui de Madame Édith Cresson après le commerce extérieur. Voici Madame Cresson aux affaires européennes. Édith Cresson. Édith Cresson, maire de Châtellerault, députée de la Vienne. Au lendemain du 10 mai 81, elle est chargée de l'agriculture. Rapidement, elle se heurte au milieu paysan qui la rejette. Ensuite, au ministère du redéploiement industriel et du commerce extérieur, elle parcourt le monde et vante les produits français. Édith Cresson réussit à boucler quelques dossiers brûlants, mais ne parvient pas, faute de moyens, à régler les problèmes de fond. Entre-temps, son courage, sa pugnacité ont séduit les petits patrons industriels. Pierre Joxe retrouve quant à lui son portefeuille au ministère de l'Intérieur. Il succède à M. Charles Pasqua. Rigoureux, exigeant, pointilleux, Pierre Joxe a pu acquérir au fil des années une solide réputation de poigne, mais aussi d'efficacité. Candidat dès 68 à la députation, il fait partie des fidèles de François Mitterrand. 71, Pierre Joxe entre au comité directeur du Parti socialiste. 73, il est élu député en Saône-et-Loire. 79, il entre au Parlement de Strasbourg. Et de 81 à 84, il est président du groupe socialiste à l'Assemblée avant de devenir ministre de l'Intérieur. L'homme de fer du PS a une fille qui s'appelle Marianne, il aime l'histoire, et une passion en dehors de la politique, l'opéra. Voilà, autre ministre d'État, Monsieur André Dumas, un proche du président Mitterrand, qui retrouve son portefeuille au ministère des Affaires étrangères. Roland Dumas. Ancien journaliste, avocat célèbre avant de succéder au Quai d'Orsay à Claude Chesson, Roland Dumas est également, pour ne pas dire surtout, un ami fidèle et un confident du président de la République depuis plusieurs dizaines d'années. Ses détracteurs disent de lui qu'il est trop politique pour être bon diplomate. Roland Dumas, ancien résistant, âgé aujourd'hui de 66 ans, prend cela comme un compliment. Il a su traiter avec succès beaucoup de dossiers délicats. Celui des otages français lui avait échappé, et pour cause, lorsque M. Chirac avait remplacé M. Fabius à Matignon. Un homme du Nord, M. Michel Delbar, ancien ministre du Travail, est nommé aux affaires sociales. Voici son portrait. Longtemps dans l'ombre de Pierre Mauroy, Michel Delbar, socialiste, apparaît au grand jour en 1984. Il devient alors ministre du Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle du gouvernement Fabius, après avoir été directeur du cabinet de Pierre Mauroy. Initiateur du traitement social, du chômage, les premiers TUC, c'est lui. À 42 ans, Michel Delbar est député du Nord et vice-président de la région Nord-Pas-de-Calais. C'est au PS l'une des valeurs sûres. Autre nomination importante et j'allais dire surprise, Paul, celle de M. Jacques Chirac. Oui, ancien syndicaliste, ancien préfet, qui concrétise donc l'ouverture en direction de la société civile. Petite ouverture, 5 socio-professionnels, dont Arpaillange, vous l'avez dit, Pierre Arpaillange, qui est procureur général dans la Cour de cassation, qui est actuellement magistrat au parquet et qui s'était prononcé contre le dessaisissement du juge Grelier dans l'affaire Droit. On peut faire une rapide récapitulation
si vous le permettez, Jean-Louis Bianco, secrétaire général de l'Élysée, il le reste apparemment, il ne figure pas dans ce nouveau gouvernement, a donc annoncé la formation, la composition du premier gouvernement Rocard. Il a annoncé la nomination de 26 ministres, plus évidemment le Premier ministre Michel Rocard, 4 ministres d'État, M. Jospin, Éducation, Bérégovoy, Économie, Maurice Faure, Équipement et Logement, et Roland Dumas, Affaires étrangères. Il faut noter que ces 4 ministres d'État sont 4 hommes très proches de François Mitterrand. Il y a 14 ministres à part entière et 8 ministres délégués. On devrait connaître les secrétaires d'État demain. Les ministères, je vous l'ai dit, les plus importants ont été donc confiés à des hommes, des socialistes ou Maurice Faure émergé, très proche du président de la République. Et il faut noter, cela donne une idée de la coloration de ce premier gouvernement Rocard, qu'il y a parmi ces 26 ministres désignés aujourd'hui par Jean-Louis Bianco, il y a 16 anciens ministres, 16 qui ont travaillé avec Laurent Fabius ou avec Pierre Mauroy. Je vous donne le dosage politique de ce gouvernement. Si j'ai bien compté, je l'ai fait en direct, j'ai découvert en même temps que les téléspectateurs les noms de ces ministres. 18 socialistes, 18 ministres socialistes, c'est énorme. 2 ministres radicaux de gauche, 2 MRG, Maurice Faure et François Doubin, qui est le président du MRG. 2 hommes politiques qui ne sont pas socialistes, M. Durafour, centriste, et Jacques Pelletier, du centre-gauche. Et enfin, 5 socio-professionnels. C'est donc, je vous le disais, la continuité presque parfaite. Cela veut dire qu'il se passera peut-être quelque chose de singulier à l'Assemblée nationale. Je vous rappelle qu'à l'Assemblée, actuellement, le RPR et l'UDF détiennent la majorité. Ils ont dit qu'ils ne voteraient pas la censure, mais quand ils verront les noms de Paul Quilles, de Jacques Lang, de Louis Mermaz, de Lionel Jospin, que diront-ils? Ils diront que ce n'est pas un gouvernement d'ouverture et ils voteront peut-être la censure. Tout dépendra du discours que fera Michel Rocard. S'il vote la censure, il y aura sans aucun doute dissolution. C'est peut-être l'objectif recherché par François Mitterrand. Paul, ce gouvernement, il ne reflète pas complètement les contours de la majorité présidentielle qui s'est dégagée du deuxième tour de scrutin. Je vous le disais au début du journal, avant même l'annonce faite par Jean-Louis Bianco de ce nouveau gouvernement, Michel Rocard et François Mitterrand ont essayé pendant 48 heures de convaincre certaines personnalités centristes d'entrer dans ce gouvernement. Il est vrai que certaines de ces personnalités avaient eu la tentation, avant même le deuxième tour, avant même le premier tour, de coopérer avec les socialistes. Simone Veil avait été très claire sur notre antenne le dimanche 8 mai, mais lundi matin 9 mai, il y a eu changement d'attitude de la part de ces centristes, changement d'attitude de la part de l'UDF qui a décidé d'avoir une attitude collective et qui a finalement écouté les conseils de Valéry Giscard d'Estaing qui avait dit pas de ralliement, en tout cas pas de ralliement pour l'instant, dans la mesure où Michel Rocard, dans la mesure où François Mitterrand n'est pas parvenu à convaincre ces personnalités centristes, eh bien il a préféré composer un gouvernement fait de socialistes, mais aussi composer un gouvernement fait de ministres qui ont déjà gouverné, qui ont donc de l'expérience. Il n'a pas voulu être pris au dépourvu, mais cette forte connotation ou cette forte coloration socialiste provoquera sans aucun doute une réaction politique de la part de l'opposition. Il est donc possible qu'il y ait affrontement, évidemment politique, à l'Assemblée nationale, teinté d'idéologie. Il est donc possible qu'il y ait censure, il est donc possible qu'il y ait dissolution. En attendant, la prochaine image symbole, c'est le premier Conseil des ministres demain, 15 h, Paul. Ah, vous me l'apprenez. Oui, je crois l'avoir entendu tout à l'heure. J'espère ne pas me tromper. Rapidement, je crois que nous avons largement dépassé l'horaire qui était imparti au journal, mais c'est l'actualité qui voulait ça. Je vous signale qu'en Formule 1, Prost, Senna et leur irrésistible McLaren se retrouvent dimanche sur le circuit de Monaco. En attendant le duel au sommet, je vous rappelle le résultat de cette première séance d'essai qui s'est déroulée cet après-midi. Ayrton Senna largement au-dessus du lot, suivi d'Alain Prost. Après de 2 secondes, viennent ensuite Nigel Mansell sur sa Williams, Gerhard Berger sur Ferrari, Alessandro Manini, un Italien, sur Benetton, et Riccardo Patrese sur Williams. J'aimerais qu'on me fasse un petit signe en régie pour savoir si nous pouvons parler du festival de Cannes. Est-ce possible ou non? Oui, c'est d'accord. Eh bien, nous partons à Cannes. Cinéma, 9 ans après Femmes entre chiens et loups, André Delvaux est de retour au festival de Cannes. Le réalisateur belge fait l'ouverture du festival en compétition avec L'œuvre noire, un film adapté du roman de Marguerite Yourcenar, en vedette Gian Maria Volonte, dans un rôle hors du commun. Sur la croisette, on murmure que le film est bien placé dans la course à la médaille d'or 98, plutôt à la Palme d'Or. Georges Bégou. Adapter L'œuvre noire de Marguerite Yourcenar était un pari insensé.
André Delvaux y est pourtant parvenu. En moins de 2 heures, il nous restitue l'itinéraire de Zénon, médecin alchimiste, dont les idées progressistes sont condamnées par l'Inquisition qui sévit dans la Flandre du XVIe siècle. Au-delà de la peinture d'une époque, de son ambiguïté, le metteur en scène est servi par un acteur hors du commun, Gian Maria Volonté. C'est pas un film historique. Oui, mais c'est aussi un film d'actualité. C'est un film sur la liberté, notamment. Oui, absolument. Sur la vie, sur l'espoir. Même s'il y a une contradiction, si vous voulez, le suicide de Zénon. Mais c'est un suicide pour la vie. Vous reniez donc l'autorité de l'Église et des Saintes Écritures. Vous, apostat, avez renié Dieu. Vous, médecin, êtes vous-même la maladie de ce corps social. Et les gens se tuaient, les gens se massacraient, les gens... Et alors, Zénon, il passe à travers tout ça, et à la fin, il reprend son identité, jusqu'au bout. Il abandonne tout, tout. Il reste nu. Vous avez écrit que le monde est un être vivant à l'intérieur duquel nous vivons comme les vers dans un ventre. Vous avez écrit que tout pouvoir repose sur la connaissance. Voilà, dans quelques instants, non, demain soir, nous retournerons à Cannes, évidemment, avec nos envoyés spéciaux. Dans quelques instants, c'est Laurent Cabrol qui fera la pluie et le beau temps sur Antenne 2. À 22h15, n'oubliez pas Résistance, le magazine de Noël Mamère. Ce soir, le magazine nous entraînera en URSS autour des problèmes de nationalité. Vers 23h30, dernier journal, présenté par Hervé Claude. Demain, n'oubliez pas vos rendez-vous habituels. 6h45, Télématin, présenté par Roger Zabel. 13h, le journal de la mi-journée, animé par le tandem indissociable Charnelet-Lémergie. Merci de votre fidélité et bonsoir.